Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Aujourd'hui, épisode 13 de Philosopher la paix. Et on passe à Émile Auguste Chartier, dit Alain, et à un livre au titre presque programmatique, Mars ou la guerre jugée. Alain a fait la guerre de 14-18. Il ne parle pas en moraliste extérieur, ni en stratège fasciné. Il parle en homme qui a vu comment une société entière peut se laisser prendre dans une organisation du meurtre. Et il choisit un geste précis. Juger la guerre. La juger, ce n'est pas dire qu'elle est horrible. Tout le monde peut dire cela. La juger, c'est la regarder comme une institution d'État, une technique, une discipline, une logique qui transforme des hommes en moyens. Dès l'entrée, Alain retire à la guerre son alibi romantique. La guerre n'est pas un chaos, elle est au contraire une forme d'ordre, un ordre fondé sur la peur, sur l'obéissance, sur des mots nobles qui rendent acceptable ce qui sans eux serait insupportable. Honneur, patrie, sécurité, nécessité. Ce vocabulaire n'est pas un décor, c'est un mécanisme. Et c'est là que se dessine sa conception de la paix. La paix, pour Alain, n'est pas une parenthèse entre deux conflits. C'est un ordre politique où les citoyens pensent, surveillent, refusent l'embrigadement moral et empêchent le pouvoir de se nourrir de peur et de prestige. La paix est donc par essence fragile, difficile, et elle demande une vigilance active. Elle n'est pas donnée, elle se construit. Juger la guerre chez Alain, c'est aussi retirer à l'événement sa fausse évidence. La guerre se présente comme une fatalité extérieure. On peut dire « ça arrive », alors qu'elle est un fait humain, donc un fait qui dépend d'opinion, de consentement, d'image, de récit. Si la guerre est une machine, ce n'est pas seulement parce qu'elle a des armes et des plans, c'est parce qu'elle fait tourner des esprits et qu'elle obtient ce consentement particulier, l'abdication du jugement individuel au profit d'une idée vague du pays, de l'opinion, de ce qu'il faut bien faire. Et c'est là que la paix devient déjà presque une pratique, pas un idéal flou, mais une discipline civique. Maintenir vivant le pouvoir de dire « je juge » au lieu de dire « j'obéis ». Pour Alain, dès que le citoyen renonce à juger, dès qu'il se laisse porter par l'évidence fabriquée, par la contagion, par le prestige, il commence à nourrir la guerre, même sans le vouloir. A l'inverse, la paix commence dès qu'un esprit résiste à l'ivresse, refuse le ton obligé et remet à nu la mécanique. Qui parle, au nom de quoi, avec quels mots, pour obtenir quels effets. Alain propose une idée simple et dérangeante. Si l'on accepte la guerre, alors on accepte des actes qui, en temps de paix, seraient immédiatement jugés injustes. Ce n'est pas un accident ou un excès, c'est une conséquence. En guerre, le problème central des chefs n'est pas la justice, mais la cohésion. Une armée tient ou ne tient pas, et si elle ne tient pas, tout s'effondre. Ce point est essentiel pour comprendre sa critique. Alain ne reproche pas seulement à la guerre d'être violente, il lui reproche d'être une situation où l'homme cesse d'être une fin. Dans l'ordre de guerre, l'homme devient un moyen et outil. Dès lors, toute la grammaire morale se renverse. Ce qui compte, ce n'est pas l'intention, ce n'est pas l'histoire d'un homme, ce n'est pas sa valeur passée. Ce qui compte, c'est le fait brut, être là où l'on doit être. La paix, à l'inverse, serait précisément l'ordre où l'on juge en tenant compte de la dignité des raisons, des antécédents. Dès que la guerre commence, cette exigence est suspendue. La guerre ne suspend pas seulement la justice, elle suspend la possibilité même du jugement moral ordinaire. Car le jugement moral suppose du temps, des circonstances, des nuances, et surtout l'idée que la personne compte. Or, la guerre a horreur de la nuance. Elle y voit une fissure, une brèche, une excuse qui va se répandre. Là où la justice cherche le cas singulier, la guerre cherche le cas typique. Là où la justice examine, la guerre tranche. Là où la justice s'autorise à comprendre, la guerre exige de conclure vite. Et on comprend alors pourquoi Alain n'accepte pas la formule rassurante « on fera la guerre proprement, on gardera notre humanité, nous resterons justes ». Pour lui, ce n'est pas une question de bonne volonté, c'est une question de structure. Une guerre juste, au sens humain, est contradictoire. Parce que la guerre demande qu'on tienne ensemble, et pour tenir ensemble, elle demande qu'on obéisse. Et l'obéissance, quand elle devient la vertu suprême, écrase toutes les autres vertus, y compris les plus élémentaires, compassion, prudence, équité, patience et justice. D'où une conséquence capitale pour la paix. La paix n'est pas seulement l'absence de bataille, c'est l'existence d'un monde où l'on peut recommencer à juger, où l'on peut dire « attendons, expliquons, distinguons, examinons ».
La paix est cet espace où l'on ne se contente pas de tenir, mais où l'on se demande « est-ce juste ?» Alain raconte par exemple, ou plutôt reprend un fait qui ressemble à une scène typique de guerre moderne. Un fantassin, père de famille, 2 fois cité pour courage, revient vers la tranchée en transportant des vivres. Pour laisser passer un moment dangereux, il entre dans un abri et là, il s'endort. Ce n'est pas un acte héroïque, mais ce n'est pas non plus une trahison, c'est un geste humain, une fatigue, une prudence, un relâchement. Pourtant, il est accusé d'avoir abandonné son poste devant l'ennemi, et il est fusillé. Le journaliste qui rapporte l'histoire conclut atrocité, injustice. Alain répond vous vous trompez d'objet. Ce qui est atroce et injustifiable, ce n'est pas d'abord la condamnation, c'est la guerre elle-même. Car dès que vous acceptez la guerre, vous acceptez aussi la méthode de punir. Pourquoi cette méthode ? Parce que ce qui menace l'armée, ce n'est pas la rébellion frontale. Elle est rare, mais la pente douce de la peur. Alain décrit des comportements minuscules, presque raisonnables, qui deviennent mortels pour la cohésion. S'écarter des zones dangereuses sous prétexte d'accompagner un blessé, se perdre, inventer une corvée, se réfugier un instant, invoquer la fatigue. Rien de tout cela n'exige une mauvaise foi totale. La peur travaille les opinions, elle persuade, elle fabrique de bonnes excuses, qui paraissent bonnes surtout à celui qui a peur. Or, si l'on émet les excuses, tout s'écroule, parce que la peur du combat est si forte qu'elle a besoin d'être contrebalancée par une peur plus forte. Pour Alain, une seule peine peut rivaliser avec la peur de l'assaut, la peur de la mort infligée par ses propres chefs. Dès lors, la logique militaire exige une règle impitoyable, punir d'après le fait, sans tenir compte des raisons, des intentions, ni même des antécédents. Le soldat courageux d'hier peut être seul aujourd'hui, épuisé et s'abriter trop vite. Celui qui a gagné la croix peut être tenté de vivre sur sa réputation. La guerre, dit Alain, ne reconnaît pas l'épreuve. Elle exige de recommencer encore et encore, au-delà des limites. Voilà pourquoi les exécutions précipitées révoltantes ne le surprennent pas. Elles sont l'effet normal d'un système. Alain en tire une méthode. Il ne faut jamais laisser entendre ni se permettre de croire que la guerre soit compatible en un sens quelconque avec la justice ou l'humanité. On ne peut pas vouloir la guerre et garder intacte l'idée de justice. Choisir la guerre, c'est renoncer à la paix comme ordre juridique. Alain approfondit ensuite la question de la peur. Il distingue la peur devant les choses, la peur devant le feu, la tempête, l'eau, et la peur devant la guerre. Face au feu, ou face à l'eau, l'homme peut être extraordinairement courageux. Il agit, il calcule, il prend des risques, il répare, il porte secours. Dans ces situations, la prudence ne change rien à la nature du feu. Le feu ne devient pas plus violent parce que j'ai tremblé, l'eau ne guette pas mon hésitation. Ces forces ne poursuivent pas l'homme, sinon par métaphore. La guerre est tout autre, parce que l'ennemi est un homme. Il poursuit, il observe, il guette le moindre signe de fatigue ou de terreur, et surtout il en tire profit. La peur d'un camp nourrit l'audace de l'autre. Ici les croyances jouent, et tout devient miracle. Non pas l'ordre des choses, mais l'ordre humain, avec des revirements soudains, ses paniques, ses enthousiasmes. Et c'est pour cela que l'art militaire exige l'impossible. Tenir des positions intenables, attaquer des positions imprenables, faire pénétrer quelques groupes au-delà de la nappe de projectiles, parce que le spectacle de l'impossible peut briser la résistance. Dans ce contexte, le combattant n'est pas juge. Il ne voit qu'un fragment, il n'a pas la totalité. Et pour que l'impossible soit tenté, il faut une contrainte inflexible, des sanctions immédiates. Alain va jusqu'à énoncer crûment. Si un homme même héroïque se couche trop tôt ou ne se relève pas assez vite, on le tue. Chacun pousse celui qui le précède, sentant une pointe derrière. Dès lors, le visage de la guerre devient indéchiffrable. On ne sait plus si c'est du courage ou une grande peur qui avance à l'assaut. Et là encore, Alain ajoute un point décisif. La guerre craint la pensée. Non pas parce que penser serait inutile, mais parce que penser désenchante. Penser, c'est faire apparaître la peur, la contrainte, la mécanique. La paix, au contraire, serait l'ordre où l'on peut de nouveau penser la peur, en parler, la comprendre, au lieu d'en faire un instrument de commandement. On peut encore accentuer. La peur de guerre est une peur qui se nourrit d'elle-même, parce qu'elle est relationnelle. Le feu ne devient pas plus cruel parce que l'on a peur.
L'ennemi, lui, peut devenir plus audacieux parce qu'il te sent trembler. Et cela change tout. La peur n'est plus seulement un sentiment, elle devient un fait stratégique. Dès lors, on demande aux hommes non seulement d'agir, mais d'afficher un certain visage, une certaine tenue, une certaine allure, et l'on comprend pourquoi la guerre devient si vite une politique du masque. Alain consacre ensuite deux pages très fortes au sentiment de l'honneur. En théorie, l'honneur est un principe de dignité. Ne pas céder à la partilage de soi, ne pas flatter le plus fort, ne pas soumettre sa pensée, ne pas se courber devant l'injustice. Pris en lui-même, l'honneur pourrait soutenir la liberté. Mais dans la guerre moderne, ce sentiment est capturé et déformé. D'abord parce que l'héroïsme y est imposé à tous. Au premier gueux comme à Bayard, sous peine de mort. L'honneur vrai suppose un libre choix, dit Alain, et cet héroïsme obligatoire déshonore la guerre. Pourtant, au niveau psychologique, l'honneur continue de jouer, et c'est précisément là-dessus que le pouvoir gagne toujours. Car même si la contrainte existe, il y a une direction où l'homme se sent encore libre, choisir de ne pas incliner du côté où la peur tire. Alain reconstruit alors la tragédie intime de l'honneur outragé. Je passerai pour un lâche, je ne peux pas le supporter. Puis vient la seconde phrase plus impitoyable encore. Je suis lâche si je ne choisis pas le parti le plus dangereux. La raison propose 1000 arguments, mais l'homme se sait et ne dort plus avec cette épine. Voilà pourquoi Alain affirme que l'honneur est le vrai moteur des guerres. Non pas que la convoitise n'existe pas, mais parce qu'on ne met pas un peuple en mouvement en avouant un calcul de voleur. On le met en mouvement en piquant l'honneur, en excitant une fierté nationale blessée, en transformant l'entrée dans la guerre en preuve de dignité. Ce qui rend la paix difficile, ce n'est donc pas l'absence d'honneur, c'est son mauvais objet. La paix n'exige pas d'éteindre l'honneur, elle exige de le détourner. Être courageux, non pas contre un ennemi désigné, mais contre la peur, contre la contagion, contre l'appel à la gloire meurtrière. Il faut une bravoure de citoyen, tenir tête aux maux qui enivrent. Alain réfléchit par la suite à une forme de paix internationale et à l'idée d'une société des nations. Intuitivement, on se dit il faut des gendarmes, des sanctions, une force capable de contraindre. Alain demande qu'on observe la nature des nations. Une nation, dit-il, n'est pas une bande de brigands, c'est déjà une société, donc elle contient une morale moyenne, une cohésion, une sorte de religion au sens large, un concret du cœur et de l'esprit. Elle ne peut être mise en mouvement que par des raisons qui ressemblent au droit et à la moralité. Nous sommes injustement attaqués, nos alliés sont menacés, nos frères sont persécutés. À première vue, cela ouvre une voie. Explication, délibération, arbitrage. Mais Alain ajoute sa découverte inquiétante. La menace, efficace sur les individus, ne touche pas les nations comme un frein. Elle peut au contraire les jeter dans une folie admirable. La menace pique l'honneur, elle fait grandir un sentiment collectif où l'on préfère mourir plutôt que céder. Une sanction brandie risque donc de transformer une nation raisonnable en phalange de fanatiques. D'où sa conclusion paradoxale. Si la Société des Nations échoue, ce ne sera pas faute de gendarmes, mais parce qu'elle fera avancer ces gendarmes. Une concession libre n'est jamais contraire à l'honneur, mais l'honneur interdit qu'on cède à la menace. C'est une manière de dire « la paix internationale ne peut pas être une simple surenchère de peur, sinon elle reproduit la logique de la guerre sous un autre drapeau ». Ici, Alain force à distinguer deux idées souvent confondues. La paix par le droit et la paix par la force. Une institution internationale peut vouloir le droit, mais si elle se met à parler le langage de la menace, elle risque d'entrer dans la logique qu'elle prétend combattre, parce qu'à l'échelle des nations, céder sous menace n'est pas raisonnable, c'est humiliant, et l'humiliation est politiquement explosive, elle devient un carburant à revanche. Ce point est très important. L'ordre international ne peut pas être une simple administration de la peur. Sinon, on ne construit pas un monde de droit, on construit un monde de chantage réciproque, et donc un monde de préparation permanente. Alain suggère au fond que la paix durable ressemble moins à un duel maîtrisé qu'à une pédagogie collective. Apprendre à préférer la concession libre à la bravade. Apprendre à distinguer la dignité de l'entêtement. Apprendre à faire de l'arbitrage non pas une défaite, mais un acte honorable. Alain attaque ensuite un obstacle discret mais décisif. Le conformisme cultivé.
Il décrit un bourgeois poli, bien élevé, qui écoute les critiques de la guerre comme on écoute un enfant. Il détourne, redresse, ramène au ton admis. Ce personnage n'est pas violent, il est raisonnable, mais sa raison est une raison de convenance. Elle vise à rester dans ce qui se dit, dans ce qui ne choque pas le cercle. Le danger est immense, parce que ce type d'esprit installe la guerre dans l'évidence. La guerre fut et sera, il faut donc la préparer. La guerre devient une fatalité sobre, un fait social aussi indiscutable qu'une cravate. Et quand Sa Majesté Guerre sort en cortège, il vous la laisse là. La pensée se range, le doute se tait, les scrupules deviennent inconvenants. Alain oppose à cela le bon sens plus rude de l'ouvrier, formé par la chose, moins sensible aux variations mondaines, plus apte à dire oui ou non sans demander la permission au ton général. La paix ici prend un sens très concret. Elle exige des citoyens capables de rompre le charme des convenances, de risquer le mauvais regard, d'accepter d'être mal accordés, quand le monde s'accorde trop vite sur l'inacceptable. Alain suggère que la guerre devient impossible quand tout le monde veut rester à sa place à l'intérieur d'une harmonie mondaine. Après avoir décrit une telle machine, Alain prévient contre une tentation, désespérée de l'homme. Après tant de massacres, on pourrait conclure que l'humanité est incurable. Alain dit « c'est un piège ». Le désespoir produit les mêmes effets que la méchanceté qu'il suppose, parce qu'il fait cesser de vouloir la paix et la justice. Il est souvent, ajoute-t-il, un détour des passions mauvaises, une manière de jouir du pire, d'annoncer le malheur, de se donner raison à l'avance. Alain choisit une autre voie. Regardez les causes. Les causes des grands maux sont souvent petites d'un moment. Erreur, vanité, imprévoyance, emballement, institutions mal surveillées. Les mêmes forces humaines qui font la guerre, enthousiasme, courage, colère, pourraient servir la justice si elles étaient orientées autrement. Il imagine donc une révolution diffuse et continue, des jugements explicites, une défiance éveillée, une action concertée, un mépris tranquille qui ramène les puissances au rang de fonctions utiles. Et il insiste, ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de croire que ce n'est pas difficile. La paix repose sur cette croyance active que l'on peut agir sur les causes. Ici, Alain propose quelque chose de très rare, une espérance sans naïveté. Il ne dit pas l'homme est bon, il dit le mal a des causes. Et si le mal a des causes, alors il est possible d'agir non pas par miracle, mais par surveillance, par correction, par lucidité. Le désespoir, au contraire, est une abdication. Il revient à dire oui, tout est joué, donc à rendre vrai ce qu'il affirme. Dès qu'on désespère, on cesse de vouloir. On cesse de juger et l'on laisse les mécanismes tourner. Enfin, Alain démonte le grand argument moderne de la sécurité. L'État se présente comme une coopérative de sûreté. Mais dans les faits, il suspend sur la tête des citoyens la menace la plus terrible. Sa formule devient « mourons pour notre sûreté » ou pire encore, ne pensons à rien d'autre qu'à mourir pour notre sûreté. Il organise la terreur et transforme la sécurité en obsession collective. Alain raconte une fable. Une société s'organise contre des bandits. Arme une police, exige la main forte. Après quelques opérations de sûreté, les maisons brûlent, les fils meurent, et le chef conclut « Nous sommes sauvés de justesse, et ce n'est pas fini ». Un homme de bon sens enquête et découvre que les bandits sont en réalité d'autres sociétés tout aussi ordonnées, tout aussi prévoyantes, elles aussi ruinées, elles aussi décimées. La conclusion est donc que les chefs de sécurité deviennent plus redoutables que les bandits. Et si quelqu'un le dit, il est bâtonné ou pendu au nom de la sécurité générale. Ce que montre ici Alain, c'est une logique qui fabrique l'insécurité pour justifier sa propre puissance. La paix n'est pas l'absence de défense, elle est la fin de ce chantage où l'on sacrifie les meilleurs au nom d'une sûreté qu'on ne résout jamais. La fable des bandits est ici cruelle parce qu'elle montre une symétrie. Chaque société se vit comme défensive et prudente, et pourtant chacune ruine l'autre et se ruine elle-même. Et le chef de sûreté, au lieu d'admettre l'échec, conclut ce n'est pas fini. Et c'est exactement là le chantage. L'État protecteur se rend indispensable en rendant l'horizon perpétuellement menaçant. Pour conclure, Alain ne fait pas un sermon. Il construit un diagnostic. La guerre est un ordre où la justice s'effondre, où la peur devient instrument, où l'honneur est capturé, où la sécurité devient chantage, où la menace excite, où les convenances anesthésient.
et où le désespoir prépare le retour des puissances. La guerre n'est pas seulement le bruit des armes, c'est une manière de gouverner, une manière de faire taire, une manière d'obtenir l'obéissance en l'habillant de grandeur. Et la paix chez Alain n'est pas un rêve fragile face à une réalité solide. La paix est une tâche qui consiste à penser, juger, surveiller, refuser les entraînements, ne pas céder à l'honneur piqué, ne pas se laisser hypnotiser par la sécurité, rompre avec le cercle des cravates et surtout ne pas désespérer. Une paix lucide, exigeante, presque austère, non pas le courage de l'assaut, mais le courage de la pensée. Alain ne décrit pas seulement la guerre, il décrit le type d'homme et le type de société qu'elle produit. La guerre produit un monde où l'on obéit vite, où l'on juge mal, où l'on confond honneur et entêtement, où l'on confond sécurité et terreur, où l'on confond réalisme avec résignation. Et surtout, elle produit un monde où la pensée devient suspecte, parce qu'elle désenchante. Or, chez Alain, la paix est exactement ce désenchantement assumé. Enlever aux mots nobles leur magie, rappeler la mécanique derrière le prestige, refuser de prendre l'ivresse pour une nécessité.